toutes les régressions ne sont en définitive que un regard de notre propre cœur plus aimant vers une incompréhension que nous avons encore besoin de regarder ou de mettre en lumière. Ce qui veut dire qu'en définitive, ce que nous imaginons comme une régression, c'est-à-dire d'un seul coup, j'avais des pratiques, je méditais, je machin, etc. Et puis après, on fait une sorte de dépression, on tombe dans la drogue, et puis on machin, etc. Imaginons ce qu'on pourrait considérer comme une régression. Et bien en fait, n'en est pas une, parce que c'est au contraire une nouvelle exploration d'un espace qui n'avait pas été encore conquis et mis en lumière. Donc c'est encore une avancée, mais prise dans un chemin et une optique un petit peu différente. Alors c'est sûr que ça paraît vachement plus noble, la méditation, le seva, les darshan, et puis tous ces trucs-là, hein, avec les maîtres, et puis un petit circuit d'aspirants et de chercheurs de vérité. Mais ça n'empêche que le drogué, avec son aiguille dans le bras, dans son squat, c'est son chemin spirituel aussi. Il explore des espaces de lui-même, il met en lumière, avec une certaine dureté intérieure envers lui-même. Mais c'est une manière d'apprendre, lui, à s'aimer, de voir jusqu'à où il peut aller, de tester aussi à l'extrême, on va dire, son humanité. Tout le monde est sur un chemin spirituel. Il n'y a personne qui... on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Mais on le fait tous d'une manière différente, c'est tout. Nous le vivons d'une manière différente. Donc en fait, la régression n'existe pas. Et de ce fait, pour moi, l'âme grandit toujours. Chaque expérience la fait grandir. Et au contraire, plus on vit d'expériences, qu'elles soient dures, difficiles ou fluides, plus notre âme a de la matière pour pouvoir travailler et grandir. Ce qui serait même presque dommage, c'est la personne qui reste sans rien vivre absolument dans sa petite maison, devant sa télé toute la journée, qui ne se risque à rien, qui ne se confronte à rien, qui ne relationne à rien, qui, entre parenthèses, vit juste une pause, peut-être un temps d'intégration, voilà, mais qui ne se confronte pas et qui ne génère pas une friction possible, expérientielle, permettant de faire grandir l'individu. C'est pour ça que plus on prend des risques dans la vie, plus on se confronte à certaines choses, plus on prend des choix qui peuvent paraître être difficiles ou être contre nature de certaines choses, plus on offre la possibilité d'un terreau et d'un engrais, quelque part, permettant de pouvoir favoriser notre croissance intérieure. Donc tu vois, en définitive, la notion de bien, de mal, elle est complètement factice. C'est quelque chose qui est complètement moral. Il n'y a en rien une réalité, on va dire, du divin dans son action, il me semble, pour moi. Hein, c'est humain, le bien, le mal. Quand on regarde un petit peu plus les enseignements taoïstes, par exemple, on est dans des choses qui favorisent, on va dire, un petit peu la croissance, et d'autres choses qui défavorisent et déstructurent, d'autres qui structurent, d'autres qui déstructurent, d'autres qui organisent, désorganisent. Mais ce yin et ce yang est quelque chose qui est nécessaire à la circulation de la vie, à la construction et à la croissance du vivant. Les deux sont nécessaires. Donc on ne peut pas... et nous, on dit, voilà, c'est bien et c'est mal, en mettant une notion du mal, de c'est ce qui nous empêche de grandir, etc., etc. Comme si on acceptait de regarder le champ et la beauté du champ, et à côté, on se fermait le nez en regardant le tas de fumier et de compost qui est à côté. Alors qu'en fait, les deux participent et les deux sont nécessaires pour l'amendement de la terre et de la on va dire, de la... Vous voyez ce que je veux dire ?